Mesdames, Mademoiselles, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 19 mars 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 5e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes actuellement en plein cœur d'une campagne électorale et pour en parler, rien de tel qu'un homme de l'art, Michel Bongrand. Bonjour. Merci Claude. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette émission de télévision. Rien n'était plus agréable pour nous, d'abord parce que nous connaissons votre science et votre amitié, si je puis me permettre. Et ma conscience. Oui. Et d'autre part parce que vous êtes manifestement en France et même au niveau mondial un des plus grands experts de ce que l'on appelle le marketing politique, que vous avez d'ailleurs inventé d'une certaine manière, on le dit. On m'appelle le pape du marketing politique, voilà, et dans les écoles de pub, on m'appelle même légende vivante. La légende vivante. Ça s'intéresse. Profitons-en. Voilà, je suis avec vous, donc tant mieux. Le pape du marketing, ça va peut-être effrayer certains de nos auditeurs qui vont croire que nous sommes dans une émission religieuse. Mais je suis très laïque. Parfait. Donc nous allons pouvoir parler de politique sans aucune espèce de réticence, sans voile. Je vais en profiter pour montrer, à l'appui de vos déclarations, le dernier livre que vous avez publié, le voici, Le marketing politicien de Michel Bongrand, aux éditions Bourrin Éditeur. C'est un ouvrage non seulement passionnant, mais qui arrive, si je puis dire, totalement au moment qui convient, car nous sommes en effet en plein cœur du marketing politicien. Et je pense que le mieux, c'est de commencer par ce que l'on appelle en termes de presse les questions d'actualité. Donc vous suivez, j'imagine, avec un certain intérêt la campagne présidentielle. Est-ce que nous sommes en plein marketing politicien? Nous sommes en plein marketing politicien depuis qu'il y a eu cette espèce de pipolisation qui a voulu faire monter, pour commencer, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal plutôt à la une de Voici et de Gala que dans le domaine de la science politique. Et cet abus de showbiz de la part de candidats politiques et de candidats à la présidence de la République est extrêmement grave parce qu'il a été en permanence conduit par l'analyse des sondages. Et lorsque l'analyse des sondages peut diriger une politique ou une ambition gouvernementale, cela s'appelle la sondocratie. Lorsque les médias qui voient leur tirage augmenter en font leur chou gras, cela s'appelle la médiacratie. Et l'alliance contre nature honteuse de la sondocratie et de la médiacratie aboutit fatalement à la médiocratie. Alors, la médiocratie, il semble bien que nous y sommes. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Je vais vous livrer mon sentiment et vous me direz ce que vous en pensez. Le principal, moi je ne suis pas un grand connaisseur comme vous de ces problèmes médiatiques, mais en revanche, et encore moins du marketing politicien, mais en revanche, je pense n'être pas un trop mauvais connaisseur des problèmes politiques. Et ma désolation vient du fait que nous sommes dans une situation où aucun des véritables problèmes n'est abordé sérieusement. Alors je ne dis pas qu'on n'en parle pas, on prononce le mot, mais on est un petit peu dans ce que les Américains appellent le double talk. Vous savez, lorsque quelqu'un prononce un mot incompréhensible pratiquement, et que son interlocuteur, croyant l'avoir compris, part sur le sujet et ça devient en général irrésistible. Mais là, nous sommes dans un double talk qui ne dit pas son nom et qui n'est pas drôle. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce type de campagne que nous vivons actuellement. Cette campagne déçoit tous les Français, pratiquement, et tous. La montée surprenante de François Bayrou, qui au départ n'aurait pas dû faire plus de 12 ou 13%, et sans qu'il ait de loin le charisme de Jean Le Canuet en 1965, la montée de François Bayrou s'explique uniquement parce qu'il y avait finalement offre d'espoir d'aucun des deux côtés. Et que tout le monde sait que pour avoir vu les socialistes au pouvoir, pour avoir vu la majorité actuelle au pouvoir, il n'y a pas d'alternance. C'est pratiquement la même politique. Quand les Français voulaient une alternance. Nicolas Sarkozy avait cru à un moment donné le comprendre en parlant de rupture. Et puis aussitôt il a fait peur, après l'histoire du Karcher, après l'histoire des voyous de banlieue, les voyous, le Karcher, la racaille. Il a voulu revenir en arrière parce qu'on lui a dit qu'il avait fait peur. Alors il a parlé de rupture tranquille. Moi j'ai vu ce jour-là un journaliste qui m'a posé la question: est-ce que tu trouves bien rupture tranquille? Moi je lui ai répondu: tu as déjà eu une femme dans ta vie? Il m'a dit oui. Tu as déjà rompu avec elle? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit: est-ce que tu as eu vraiment une rupture tranquille? Alors tout le monde a ri, naturellement. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup d'espoir d'en sortir. Actuellement, je dirais, les énarques de gauche et les énarques de droite gouverneront le pays de la même façon. De toute façon, la France est engagée en dehors de sa dette, sur son budget,
pratiquement, pour n'importe quelle équipe politique, il y a peut-être 3% de marge, 97% d'engagés. Les 3% peuvent faire plaisir aux patrons si on les utilise à droite, peuvent faire plaisir aux syndicats si on les utilise à gauche, mais ce sera pratiquement la même politique. Comme les Français s'en rendent compte. Les Français ne savent plus où aller. Alors il y a toujours, en retrait, je dirais, presque comme un tigre prêt à bondir, Jean-Marie Le Pen, qui faisait 10% à la même époque, en 2002, et qui est à 14 aujourd'hui, qui peut peut-être faire demain 19 et être en effet le troisième homme à la place de Bayrou. Bayrou peut s'écrouler. Mais Bayrou a été fabriqué justement par cette lassitude des Français entre les deux camps. Alors, dire que si Sarkozy a fait de magnifiques numéros, notamment le 14 janvier, dans cette déclaration, la porte de Versailles, c'était superbe. Ségolène a eu le même triomphe quand elle est venue à bout de Strauss-Kahn et de Fabius. Elle a recommencé encore l'autre jour, César Chabot, sur France 2, elle était remarquable, et elle a immédiatement pris 2 points. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, en préfigurant Bayrou au deuxième tour, on dit Bayrou élu et Ségolène battu ou Nicolas battu, dans les 2 cas. Pourquoi? Parce que les Français n'ont vraisemblablement plus aucun enthousiasme, ni pour Sarkozy, ni pour Ségolène, et par conséquent se reporteront, je dirais, sur le premier venu. Et le premier venu, ce sera peut-être Bayrou, ce sera peut-être Jean-Marie Le Pen, on ne sait pas aujourd'hui. Pour l'instant, il est clair que Le Pen ferait l'union sacrée contre lui comme il l'a fait en 2002, alors que Bayrou peut faire l'union pour lui contre les 2 autres. Alors il y a quand même une question qui se pose, et vous êtes vraiment celui à qui on peut la poser. C'est vous qui avez lancé la candidature de Jean Le Canuet en 1965. Pour bien préciser les choses, et je renvoie nos auditeurs et téléspectateurs à votre ouvrage, vous aviez d'abord proposé vos services, car vous êtes un gaulliste historique, puisque vous avez été Diplodocus, dinosaure, un combattant de la résistance, bien des fois médaillé. Vous aviez présenté votre projet au général de Gaulle et à son entourage, qui avait considéré que votre projet était très bon, mais que le général de Gaulle considérait qu'il n'avait pas besoin de faire campagne. Ce en quoi il se trompait, car il a été contraint à un 2e tour. La même erreur a d'ailleurs été faite par Raymond Barre en 1988, qui lui aussi a considéré pendant trop longtemps qu'il pouvait ne pas faire campagne. Oui, enfin en 88 c'était un peu plus compliqué, parce qu'il avait confié la campagne. Au départ, j'avais été le conseil de Raymond Barre, par conséquent au départ, il était entendu à peu près que je dirigerais cette campagne. Quand la cohorte des énarques m'a écrasé, et que c'est un jeune énarque qui s'appelle Jacques Bill, qui avait accompagné Barre depuis qu'il était au commerce extérieur, y compris à Matignon, qui d'ailleurs est un garçon de grande qualité, et Jacques Bill m'a fait faire une campagne complètement débile. Il a repris le slogan Barre Confiance que j'avais inventé avec succès en 78, et en 88, il s'était passé 10 ans, et il fallait prendre à ce moment-là un slogan qui était Barre Vérité, toute autre chose que Barre Confiance. Enfin, revenons à Jean Le Canuet, parce que c'est vraiment un point de référence par rapport Absolument. à la montée de Bayrou actuelle. Donc, Jean Le Canuet, centriste, démocrate chrétien, ex-MRP, n'a, face au général de Gaulle, que des chances minimes. Ah non, mais au départ, Jean Le Canuet a été crédité comme président national du MRP, c'est-à-dire du démocrate chrétien, a été crédité de 3 à 4%, et les fait monter, enfin c'est lui qui l'a dit, je l'ai fait monter à 16%. D'où le ballottage du général de Gaulle. D'où la création de Mitterrand qui n'existait pas, qui d'un seul coup est devenu le challenger, et qui allait l'être pour un certain nombre d'années, jusqu'au moment où il allait gagner en 81. Et je veux dire, la campagne de Le Canuet reposait sur bien des... D'abord, Le Canuet avait un thème qu'il était le seul à porter, qui était l'Europe, alors que maintenant c'est un peu partagé. Deuxièmement, Le Canuet était un playboy, c'était un Kennedy français, il avait un sourire merveilleux, il était épatant, il avait un charisme réel que Bayrou n'a pas du tout. Bon. Donc il avait toutes les raisons de monter. Dans le cas de Bayrou, c'est plus compliqué, parce que ça n'est pas du tout la même chose. Bayrou, c'est vraiment, je dirais, c'est presque... Les 2 autres servent de repoussoir, enfin... C'est Sarkozy et Ségolène qui font la campagne de Bayrou. Et aujourd'hui encore, ils ne se rendent absolument pas compte, ils ne se rendent compte de rien. Mais on sait que dans un débat, il ne faut pas toujours citer son partenaire ou son adversaire. Il ne faut pas dire « Claude Reichmann, je vous ai pris en flagrant délit, Claude Reichmann !» Je fais de la pub pour vous. Je vous en remercie. Quand je démolis
Jean-Marie Le Pen, 10 fois. Mais je sers Jean-Marie Le Pen. Alors Ségolène et Nicolas Sarkozy et leur séide, tous. J'ai encore écouté Fillon ce matin, démolir Bayrou. Simone Veil, démolir Bayrou. Jospin, démolir Bayrou. Mais merci, dit Bayrou, merci, parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. On apprend ça à l'école. C'est le b.a.-ba de la... C'est le b.a.-ba de la communication. De la communication. Alors, donc, il y a quand même des points communs, me semble-t-il. C'est que le général de Gaulle avait commencé de fatiguer un tout petit peu l'opinion parce qu'il voulait la mettre sur des sommets où les Français ne pensaient peut-être pas devoir rester aussi longtemps, et parce que c'est toujours difficile de vivre sur les sommets, en tout cas c'est ce que pensait le général. L'air se raréfie. L'air se raréfie, mais c'était un refus, si l'on peut dire, ou une contestation du général de Gaulle qui n'était quand même pas un rejet. En revanche, aujourd'hui, dans le cas qui nous occupe, nous sommes sur une base qui est quand même très intéressante, car les sondages, alors non pas quantitatifs, non pas des sondages d'intention de vote, mais sur l'état d'esprit des Français, démontrent qu'entre 70 et 75% des Français rejettent les deux camps. Donc le chemin de Bayrou est tout tracé. Ouais, non, mais ils font le chemin de Bayrou. Ils font le chemin de Bayrou. Oui. Autrement dit, aujourd'hui, qui fait la campagne de Bayrou? Bayrou répond, qui fait votre campagne? On lui demande, François, qui fait ta campagne? Il devrait normalement répondre, Ségolène et Nicolas. Merci beaucoup Ségolène, merci beaucoup Nicolas. Je veux dire, si ces gens-là oubliaient Bayrou complètement, ne parlaient pas de lui autant, il faut dire que les médias jouent un rôle considérable. C'est les médias aussi qui font le lit de Bayrou. Or, les médias roulent pour qui? Globalement pour Sarkozy, parce que Lagardère, Dassault, Martin Bouygues, ils sont dans le camp de Sarkozy. Et ceux qui ne sont pas par hasard dans le camp de Sarkozy sont naturellement dans le camp de Ségolène. À l'exception peut-être de Jean-François Kahn, et de Marianne, qui est peut-être le seul à rouler maintenant des airs pour Bayrou. Mais même Nicolas Domnac, qui est le fils d'un centriste musclé, ne roule pas pour Bayrou. On se rend compte aujourd'hui que l'affaire de Bayrou est une affaire à suivre, mais elle n'est pas aboutie. Elle n'est pas aboutie. Cela dit, il s'est bien surfait sur la vague. Il est habile quand même, parce que, d'abord, je crois qu'il communique d'une manière pénétrée. Alors je ne sais pas si vous considérez que c'est bien de le faire ou mal. Il n'est pas agité dans son comportement, alors que Sarkozy paraît quand même très agité. Ségolène Royal, elle semble marcher sur l'eau en permanence, ce qui finit toujours par vous donner les pieds mouillés au bout d'un moment. Et donc, Bayrou, à côté de ça, paraît comme un terrien, plutôt simple, etc. Et ma théorie, si tant est que conducteur de tracteur. Oui, conducteur de tracteur, c'est comme ça qu'il se présente. En réalité, on lui a fabriqué cette image qui est réelle d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Mais je pense que ce qui est très important, c'est que Bayrou, à mon avis, et je l'ai écrit dans un de mes derniers éditoriaux, c'est une invention du système pour essayer de se perpétuer sous une forme différente, améliorée, et je l'ai comparé à Gorbatchev. C'est-à-dire que quand le système soviétique a fini par ne plus pouvoir donner suffisamment de force, notamment à l'armée rouge, qui était la principale revendication des militaires, des crédits pour lutter contre la guerre des étoiles de Reagan, eh bien, on a inventé pour calmer un peu tout le monde Gorbatchev, lequel n'avait pas la moindre intention d'abattre le système. Le système a été abattu plus tard par Yeltsin parce que Gorbatchev avait tout ouvert les vannes. Alors si on en revient à Bayrou, les deux propositions les plus intéressantes de Bayrou, s'il est élu et s'il les met en œuvre, c'est quand même de retirer aux grands groupes industriels la possibilité d'avoir des médias, c'est très important. Absolument, c'est très important. Et deuxièmement, d'introduire... Mais il n'y a pas que lui qui a cette idée, il y a Ségolène là aussi. C'est exact. Et d'autre part, d'introduire un pourcentage de proportionnel, 50%, dit-il, de manière à permettre la représentation de tout le monde. Voilà. Sur ces deux points, quel est votre sentiment? C'est aussi ce qu'on appelle le retour à la 4e République. Oui, mais la 4e République, c'est quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné avec la Constitution que nous avons actuellement, de la 5e. N'oublions pas que la 4e République donnait la prééminence au pouvoir législatif et donc non pas à l'exécutif, alors qu'un président de la 5e, même s'il y a de la proportionnelle, conserve quand même beaucoup de pouvoir. Depuis hier, vous avez entendu Ségolène vous parler de la 6e. Oui, j'ai entendu cela. Oui. Arnaud Montebourg l'avait dit très honnêtement il y a quelques mois. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que la 5e est à bout de souffle. On a le sentiment, oui. Si la 5e est à bout de souffle, la proportionnelle va créer un désordre à l'Assemblée. J'ai un avis
très nette sur le quinquennat. Je pense que le quinquennat est une erreur redoutable, monstrueuse. Parce que si on ne donne pas au président de la République une durée plus grande qu'à une assemblée législative, ça veut dire que le président de la République n'a plus aucun pouvoir, qu'il est dans la main, donc en sens de régime. Et quand vous avez une assemblée législative qui se décide 4 semaines après l'élection présidentielle, quel que soit le vote des Français, le 6 mai prochain, il est évident qu'ils ne se déjugeront pas en 4 semaines. Si c'était 3 mois après, le vieux slogan paysan « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier » marcherait, si ça avait lieu en septembre. Mais 4 semaines après, si vous avez voté Le Pen, vous ne revoterez pas Le Pen s'il n'est pas là, mais si vous avez voté Sarkozy, vous revoterez Sarkozy, si vous avez voté Ségolène, vous revoterez Ségolène. Ce qui donne une appellation merveilleuse que j'ai inventée, c'est que dans le cas, ça pour Sarkozy c'est déjà clair, ce sera une assemblée bleu horizon, mais j'ai inventé pour Ségolène une assemblée rose bonbon. Ah, c'est joli. Je suis très content parce que ça va très bien avec l'icône. Voilà, ça sera peut-être moins gai à vivre que l'expression que vous employez. Mais assemblée bleu horizon, c'est-à-dire en gros 400 députés, minimum, au lieu des 365 d'aujourd'hui. Je vous signale qu'aujourd'hui c'est comme les Framal, hein, un député par an. Un fromage par jour, un député par jour, 365, c'est épatant pour l'UMP. Donc, il y aura 400 députés, appelons ça de droite. Donc il y aura 45% des Français sur la touche. Puisque ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni la gauche, qui fait bien 45%. La droite est un peu majoritaire dans ce pays, c'est à 52-53%. Donc, tous les autres seront sur la touche. Si c'est Ségolène qui gagne, Assemblée Rose Bonbon, il y aura 400 députés de gauche. Parce que forcément, à ce moment-là, les Français leur donneront les circonscriptions. C'est pareil. Et on n'aura jamais un mélange de circonscriptions comme on pourrait le souhaiter pour équilibrer dans le cadre d'une proportionnelle. Et si c'est Bayrou, il aura beaucoup de mal, parce que il y a beaucoup, à ce moment-là, on se retrouvera devant la vérité des circonscriptions. Et sur le terrain, dans une circonscription, ou bien vous avez un député socialiste bien implanté que personne ne peut battre, il y en a beaucoup, personne ne battra Jean-Marc Ayrault à Nantes, et personne ne battra, je ne sais pas qui, Sarkozy dans les Hauts-de-Seine, ou personne ne battra tel grand député auquel nous pouvons penser, vous et moi. Il y a donc actuellement, on peut dire, 150 députés des deux côtés qui sont réélus de toute façon. Donc où est l'Assemblée que Bayrou pourrait manipuler pour servir son dessein présidentiel? Alors il y a une réponse qui est donnée par certains médias qui consiste à dire, et à prouver totalement votre raisonnement, et à dire dans ces conditions, il ne lui reste plus qu'à faire un référendum pour instituer la proportionnelle, dissoudre, et avoir à ce moment-là une assemblée différente. Il lui reste surtout à faire ce qu'il a évoqué, c'est-à-dire créer un grand parti démocrate, donc social-démocrate, ou d'économie sociale, social-économie. Il a parlé de social-économie. Un grand parti démocrate. Un grand parti démocrate, avec demain 577 candidats dans 577 circonscriptions. Ce qu'on a fait pour le gaullisme. Mais est-ce qu'ils seront, ces candidats, est-ce qu'ils seront en mesure, s'il n'y a pas la proportionnelle, de battre ces fameux députés bien implantés? Il semble que non. Et c'est peu vraisemblable. Voilà. Donc vraisemblablement, d'autant plus que Bayrou a tout de même une extraordinaire faiblesse quelque part. Et son extraordinaire faiblesse, c'est que tous les députés, j'ai encore écouté Lagarde qui travaille ce matin, mais tous les députés qui roulent pour lui sont élus par l'UMP dans leur circonscription. Ils sont élus par un tiers UDF, un tiers UMP. Il n'y a pas de circonscription en France à 2 tiers UDF. Peut-être que celle de Bar, la 4e circonscription de Lyon, a été la seule un jour à être majoritairement UDF grâce à Francisque Colomb qui avait été maire de Lyon avant Bar. À lui seul, ça ne fera pas une majorité. Ça ne peut pas faire une majorité. Oui. Donc la proportionnelle devient vitale pour un président de la République tel que lui. Absolument. Alors nous sommes évidemment maintenant assez proches de l'élection, nous sommes à peu près à 35 jours, je crois. Absolument. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle qui consiste à étudier les courbes. À quel moment les courbes vont-elles se préciser? Est-ce qu'il faudra attendre vraiment les derniers jours? Ou est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, on va commencer à voir quelque chose? La solidification aux États-Unis, en principe, ce qui est un bon référent, se passe en général à 30 jours, entre 25 et 30 jours. Donc dans les jours qui viennent, en fait. Oui, c'est-à-dire dans 8 jours, la semaine prochaine. Et c'est à partir de ce moment-là que le nombre des hésitants, des gens qui ne savent pas vraiment, des gens
qui finissent par se fixer, qui à dire maintenant mon choix est fait. Alors, je crois que moi personnellement, je crois que le dernier, on ne parle pas d'un face-à-face Sarkozy-Ségolène, on ne parle pas d'un face-à-face Bayrou-Ségolène, on ne parle pas d'un face-à-face Bayrou-Sarkozy. Il semblerait que cette fois, pour la première fois dans une présidentielle, il n'y a pas de face-à-face. On sait très bien que dans l'élection de Giscard en 1974, disant à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. On sait très bien que dans l'élection de 81, Giscard disant à Mitterrand, vous êtes l'homme du passé, et Mitterrand lui répondant, vous êtes l'homme du passif. On sait très bien qu'il y a des petites phrases qui ont fait balle. Oui. Bon. Moi, je crois à la phrase qui fait balle. Parce que mon métier, c'est les mots. Les mots pour le dire. Les mots d'amour pour Madame Reichert, naturellement. Les mots de tendresse pour vous. Les mots de sympathie, d'amitié. Bon. Je crois que le mot, c'est très important. Et par conséquent, je crois que les formules choc. La messe n'est pas dite, les formules choc. Dans ma vie, j'ai fait des formules choc. J'ai fait boire ou conduire, il faut choisir, oui. Comme j'ai fait où il y a De Gaulle, où il y a la France, ou comme j'ai fait Barre Confiance, ou comme j'ai fait un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, comme j'ai fait pour un soutien-gorge, sûr de vous quand il est sur vous. Enfin, j'ai fait dans tous les sens des slogans. On voit l'homme de goût. J'aime les mots. Oui, absolument. J'aime les mots. Je n'ai pas dit la taille, 75, 85, 90, tout va bien. Vous êtes tolérant sur les tailles. Tolérant, absolument. De la vietnamienne à l'opulente suédoise. À l'opulente suédoise. Oui, la suédoise, c'est pas là qu'il faut. Bon, enfin, ça n'est pas vraiment notre sujet. Ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet, mais autant faire rire vous. Oui, les spectateurs, bien sûr. Bon, alors, non, je dois dire que. Je ne sais plus où vous en étiez. Vous en étiez aux slogans qui font choc. Au slogan, je suis certain que la dernière réunion publique, qui sera prise par toutes les télévisions, sera normalement, puisque la campagne se termine le vendredi soir, donc si nous votons le 22 avril, dimanche, 21 avril, samedi, 20 avril, vendredi, 19 avril, donc exactement dans un mois aujourd'hui, 19 avril, jeudi, c'est le jeudi soir qu'il y aura forcément une réunion de Sarkozy quelque part et une réunion de Ségolène quelque part, et une réunion de Bayrou quelque part. Eh bien, j'ai l'impression que les Français sont tellement indécis que la phrase qui l'emportera dans toutes les télévisions du vendredi et du samedi, comme écho de ce qui s'est passé le jeudi soir, entraînera la décision. Alors, vous avez dans votre livre un exemple qui est encore pour vous. Et je connais cette phrase. Ah bon, alors. Mais je ne la donne pas. Il faut la garder pour l'instant, car nous risquerions d'influencer le vote. Absolument. Et nous ne voulons pas, parce que ce ne serait pas républicain. Nous ne sommes pas tenus par les mêmes obligations que les télévisions publiques, mais enfin, nous respectons quand même la neutralité nécessaire, au moins en ce qui concerne l'expression. Donc, vous avez dans votre livre un exemple qui vous est resté encore douloureux, c'est celui de Jacques Chaban-Delmas que vous souteniez et qui n'a pas répliqué quand on l'a accusé d'avoir utilisé de manière qui n'était pas d'ailleurs malhonnête. La loi fiscale. Je lui avais simplement dit, mon général, parce que je l'ai connu à 29 ans, général. Et vous l'appelez toujours mon général. Je l'appelais toujours mon général. Je lui dis, mon général, je vais vous dire qu'une seule chose. Dites simplement ce soir à la télévision, à toutes les télévisions, dites-leur simplement, oui, j'ai utilisé l'avoir fiscal, invention remarquable de mon jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. C'est tout ce qu'il faut dire. Vous n'êtes pas l'auteur de l'avoir fiscal, l'auteur c'est lui. Quand le fait de vous en servir, c'était légal, par conséquent, c'est votre comptable qui vous a dit faire comme ça. Et alors, il ne l'a pas dite, cette phrase, pourquoi? Parce qu'il était réticent à l'idée d'attaquer. Non, pas pour pas attaquer, mais parce qu'il a dit c'est insignifiant. Oui, bien, Giscard a commis la même erreur avec ses diamants, bon, qui sont d'un genre différent, mais... Giscard a commis la même erreur avec ses diamants. Il n'a pas voulu s'expliquer. Giscard a commis la même erreur avec Copernic. Oui. Giscard a loupé plusieurs fois de suite. Oui. Et Chaban aussi. Oui. Mais vous attribuez ces ratés, donc, à... Enfin, question dans le cas de Chaban, dans le cas de personne ou bien de mauvais communicants. Dans le cas de Chaban, dans les deux cas, finalement dans les deux cas, c'est l'homme lui-même qui est responsable. Chaban s'était entouré de mauvais communicants, en l'occurrence sa nièce Brigitte Schmidt, qui est une fille formidable qui s'est occupée d'Antenne 2 très longtemps. S'était marié avec un garçon qui s'appelle Philippe Guillaume, qui était un patron qui a dirigé d'ailleurs le RTF, je crois. Le RTF, absolument, qui a eu une très mauvaise influence sur lui, qui a mis autour de lui des gens qui n'étaient pas moi. Alors, quand c'est pas moi, c'est qu'ils sont mauvais. Quand c'est moi, voilà. Voilà. Moi, j'étais l'ami privilégié de Jacques Chaban-Delmas. Je montais avec lui dans l'avion
le jour où il allait, je sais pas, dans son avion du Glam, quand il allait dans les Alpes de Haute-Provence, là où Jean Moulin avait sauté la première fois. Vous étiez en confiance avec lui, mais il m'a emmené avec lui. Mais il n'a pas suivi vos conseils. À Vandelmas, au procès Barbie à Lyon, quand il allait témoigner, et scène formidable dans laquelle il y avait Vergès et Barbie et les partis civils, et Chaban se tenait sur la barre, droit comme un lit. Il disait qu'il est difficile de parler au nom des vivants en regardant les partis civils. Il s'est cassé en deux, il a dit au nom des morts. Et il y a eu un moment de silence extraordinaire dans cette salle. Grand moment à la fois d'histoire et de communication. Oui. Et Chaban était un grand ami à moi, et vraiment à mes filles aussi, encore maintenant. Et je veux dire, non, Chaban n'a pas voulu, peut-être par pudeur, ni pour la mort de sa femme Antoinette, ni pour ses impôts, pour l'avoir fiscal. Tandis que Giscard, c'est par mépris. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, cher Michel Bongrand, marquer une petite pause technique qui est simplement destinée à la publicité. À la publicité, quand il y en aura, et pour l'instant, une brève pause technique, et puis nous reprenons, bien sûr, notre entretien aussitôt. À tout de suite. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit avec Michel Bongrand. Michel Bongrand qui a publié il y a fort peu de temps un ouvrage tout à fait remarquable que ceux qui s'intéressent à la politique et à la communication doivent lire. Le voici, Le marketing politicien de Michel Bongrand aux éditions Bourrin éditeur. Je l'avais lu il y a quelques semaines déjà et je l'ai relu hier à l'occasion de l'émission que nous préparions ensemble. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie parce que j'ai passé un excellent moment, vraiment passionnant. Et à la deuxième lecture, je me suis aperçu, ce qui est le propre des bons livres, qu'il était encore plus vivant, encore plus passionnant que je ne l'avais cru, même si je l'avais trouvé dès la première lecture tout à fait intéressant. Et dans les circonstances que nous vivons actuellement, c'est, je crois, un viatique très précieux pour ceux qui veulent réellement comprendre. Alors, penchons-nous un peu sur le passé, je crois que c'est quand même très important, parce que aujourd'hui, tout le monde parle de communication, à mon avis, de façon un peu abusive, parce que la communication n'a jamais remplacé un message, il faut qu'il y ait un message. Mais quand vous avez commencé, finalement, c'est-à-dire dans les années 60, et que vous avez fait de très grandes campagnes, vous avez fait la campagne de Le Canuet, nous l'avons rappelé tout à l'heure, vous avez fait également la campagne des élections législatives de 1978, pour ce qui était à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était l'UDR, je crois, ou... Non, 78, c'était l'UDF qui apparaissait. Avec l'UDF, Rassemblons les Français, c'était une poignée de main, une main un peu bronzée, une main un peu claire, mais ils avaient fait la campagne de Barre Confiance. Voilà, Barre Confiance. Et donc, ils avaient fait beaucoup de campagnes entre les deux, je vous signale. Oui, après Le Canuet, ils avaient été convoqués par Pompidou, qui m'avait confié toutes les campagnes de la majorité. Alors c'est très intéressant ce rappel que vous faites, car il y a une anecdote qui est très significative. Pourriez-vous nous la rappeler? Ah oui, absolument. Quand, 3 mois après la fin de la campagne de Canuet, alors que je m'étais très bien séparé de Jean Le Canuet très amicalement, et qu'au contraire, il m'avait dit, vous serez toujours mon ami, etc., en m'envoyant des awards, comme on dit en Amérique, des certificats formidables pour mes collaborateurs et pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez drôle, parce que 3 mois après, d'abord la fin de la campagne de Canuet, Le Canuet et moi, pour ne rien vous cacher, dans un restaurant de Boulevard Saint-Germain, m'invite chez Calvet, avec Denis Baudouin et Théo Braun, Denis Baudouin qui était son homme de presse, et Théo Braun qui est devenu ministre après de Mitterrand. Et ils me disent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Le Canuet me dit, qu'est-ce que vous allez me conseiller, monsieur Bongrand? Et moi je lui dis, monsieur le Président, vous avez eu tout de même 4% 16% je veux dire, d'électeurs, c'est-à-dire que vous avez eu, je ne sais pas combien, ça fait 4 millions de votes, 4 millions d'électeurs. Si vous leur demandez d'adhérer à un parti politique et à un partisan, Le Canuet, vous aurez tout de suite 250 000 adhérents. Vous serez le parti politique le plus puissant de France. Les communistes n'ont pas ça, les socialistes n'ont pas ça, la droite n'a pas ça. Et Le Canuet a répondu, oh non, mes amis ont trouvé que vous étiez mis beaucoup trop en avant, donc vous pouvez revenir en arrière. Je ne ferai pas de partisan Le Canuet. Je lui dis, il y aurait bien une solution, c'est de faire le MLML. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est que le MLML? Je lui dis, le mouvement Le Canuet malgré lui. Alors tout le monde arrive au déjeuner, et puis là-dessus, nos relations sont amicalement terminées pour l'instant. Terminées. Et 3 mois après, ma secrétaire me dit, monsieur Pompidou vous demande au téléphone. Alors, je dis, monsieur Pompidou, le Premier ministre, et il me dit, oui, je lui dis, c'est pas un homonyme, c'est lui. Je prends le téléphone, et c'est la secrétaire du Premier ministre qui me dit, monsieur Pompidou, vous attend demain matin à 9h15. Enfin, demain matin, j'arrive à 9h15, c'est le premier à Matignon. Et le Premier ministre me reçoit. Bonjour, monsieur Bongrand. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
le général de Gaulle m'a dit que vous étiez gaulliste. De Gaulle ne m'a jamais rien dit. Ça fait bien de dire ça. Il dit, en effet, monsieur le Premier ministre. Et pourtant, vous avez fait cette campagne de Canuet très brillamment. Merci, monsieur le Premier ministre. Eh bien, figurez-vous que j'ai l'intention pour les prochaines élections à venir et pour l'animation de notre UDR-UDT qui a besoin d'un peu de sang nouveau, de vous confier toute la propagande, toute la communication de notre majorité 5e République qui sera soudée pour les prochaines élections. La réponse est très très bien. Il me dit, c'est un extraordinaire contrat, vous ne vous rendez pas compte, vous serez le conseil du Premier ministre. Je dis, mais je suis très honoré, monsieur le Premier ministre. Simplement, il y a un préalable, mon grand. Ah oui, monsieur le Premier ministre. Il y a un préalable, c'est que tous les dossiers Le Canuet, sur la PQR, la presse quotidienne régionale, sur le Tour de France du candidat, sur les grands meetings que vous avez organisés, sur telle ou telle démarche, les études de motivation, les sondages, toutes les études que vous avez faites. Tout ceci doit m'être livré, car nous voulons vérifier sur place ce que vous avez appelé le marketing politique. Ah, je deviens blanc, vert, et dit, monsieur le Premier ministre, avec la meilleure volonté, je ne peux pas. Il me dit, comment vous ne pourriez pas? Il lui dit, non, j'ai été payé par monsieur Le Canuet ou les amis de monsieur Le Canuet, et tous ces documents appartiennent à monsieur Le Canuet et à ses amis. Déontologiquement, je ne peux pas, mais sur un plan éthique, je refuserai en tout cas. Alors, M. Bongrand devrait dire au général de Gaulle que nous n'avons pas pu faire affaire. Je lui dis de le craindre, M. le Premier ministre. Alors, M. Bongrand, dans ce cas, notre entretien n'a plus de raison d'être. Bon, eh bien, parfait. Je transmettrai au général de Gaulle. Je suis quelque peu déçu par vous, M. Bongrand. Je regrette, M. le Premier ministre. Je ne changerai pas d'avis. C'est un problème d'éthique. Au revoir, M. Bongrand. Au revoir, M. le Premier ministre. Je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte, je vais sortir, et à ce moment-là, il y a un immense éclat de rire derrière moi, et j'entends la voix de Pompidou qui me dit « Revenez, Bongrand, maintenant, j'ai confiance en vous !» Et vous avez mis à l'épreuve. Et ils ne m'ont jamais demandé un dossier Le Canuet. Jamais. Bon, j'imagine qu'il connaissait la réponse. Et puis il restait toujours l'ami de Jean Le Canuet. Ouais. Il connaissait certainement la réponse, mais enfin, il a préféré le vérifier, et il n'a pas été déçu du voyage, comme on dit. Non, il n'a pas été déçu du voyage. Donc, mais il était un homme impressionnant, très madré, très... Ouais. Pour moi, je n'ai jamais été pompidolien. J'ai loyalement servi Georges Pompidou, parce que j'avais comme filtre, comme officier traitant, Olivier Guichard, qui était le bras droit de Pompidou, et avec qui je m'entendais merveilleusement, et qui était aussi un très grand ami de Jacques Chaban-Delmas, qui faisait partie du premier cercle. Parce que, pourquoi me suis-je intéressé au marketing politique? Ça vous intéresse peut-être? Ah, certainement. Pourquoi me suis-je intéressé au marketing? Ou pourquoi je fais du marketing politique? Parce qu'en 1947, quand j'avais 25 ans, que je sortais de la guerre, il y a eu une réunion au 85 rue Tête-Bout, au 3e étage, avec le général de Gaulle, dans un appartement comme le vôtre, petit appartement avec un petit bureau et un salon. Dans le petit bureau, il y avait le général de Gaulle entouré par ses barons, ceux qu'on allait devenir ses barons, les intimes. Et dans le petit salon, il y avait les adjoints des barons. Comme moi, j'avais sauté un parachute à 22 ans avec Jacques Foccart, j'avais accompagné Jacques Foccart à cette réunion, dans laquelle il y avait environ 70 personnes. Et le général de Gaulle découpait la France en morceaux, comme cette carte du monde. C'était une carte de France, et on donnait par exemple l'Aquitaine à Jacques Chaban-Delmas. Et quand on est arrivé au petit, qui venait derrière, à moi, comme j'étais le seul qui avait la Légion d'honneur, que j'avais eu à 23 ans, à côté des deux qui étaient Fouché et Paclot, on m'a demandé de choisir 6 arrondissements de Paris. Comme je voulais, les communistes faisaient entre 30 et 32%, et je voulais en battre avec les cocos, c'était de mon côté le lieutenant Parra, c'était mon côté officier de commando, j'ai pris le 11e, le 12e, le 13e, le 18e, le 19e et le 20e. C'est-à-dire plutôt des arrondissements populaires, où il y avait des cocos. Bon. Et dans ces réunions, je faisais des réunions de 3000 personnes, avec André Malraux à ma droite, et Jacques Soustel à ma gauche. Je faisais donc de la politique. J'apprenais, je prenais d'abord des leçons d'expression orale avec André Malraux, comme M. Reichmann quand il faisait du théâtre. J'apprenais, 1, 2, 3, les silences. J'apprenais à enfler la voix. J'apprenais à séduire doucement, tendrement, merveilleusement. Voilà. Alors, comme j'avais fait de la politique, à ce moment-là, la voie était royale pour moi. Je devenais député en 58 automatiquement. Mais j'ai divorcé cette année-là. J'ai eu honte de mon divorce. Je ne voulais pas que mon divorce vienne sur la place publique. Donc j'ai abandonné la politique.
mais j'ai continué à travailler comme journaliste, comme publicitaire, pour tous mes amis politiques, qui sont tous devenus députés en 58, et j'ai donc fait des campagnes politiques. Donc, ayant une culture littéraire, sachant écrire, sachant formuler, concepteur, rédacteur, sachant imprimer, sachant faire des journaux, je suis naturellement devenu l'ami et le spécialiste des questions de communication pour toute cette génération de politique qui est arrivée en 58 avec De Gaulle. Mais à cette époque, on ne prononçait pas beaucoup le nom de communication et encore moins celui de marketing, mais on peut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui devenus des vedettes de la communication sont vos élèves ou vos anciens collaborateurs. Il y en a qu'un qui n'est pas mon élève, qui est le meilleur merchant de tapis de Paris, qui s'appelle Jacques Séguéla, oui. Mais Saucette, par exemple, est un de mes anciens collaborateurs que j'ai formé pendant 15 ans. Alors Jacques Séguéla, précisément, est l'auteur, je mets entre guillemets car je sais ce qui va venir, du fameux slogan La force tranquille. C'est un affront. Je quitte la Réunion. Je m'en vais. Votre émission est terminée, monsieur Reichmann. J'ai appris dans ce livre, que je vais montrer à nouveau, dans ce livre, Le marketing politicien, qu'en réalité, ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, racontez-nous, si vous le voulez bien, sur l'invention cet épisode. D'abord, avant, Jacques Séguéla vient de faire un livre avec Saucette sur les républiques passées. Il me l'a envoyé dédicacé, comme tous ses livres. Depuis son premier livre, Séguéla m'a envoyé à mon maître, à mon ami, etc. Mais son dernier livre, c'est avec, à Michel, notre père à tous, avec mon affection républicaine et ma mauvaise foi publicitaire. C'est enfin un aveu. Enfin un aveu. Et je lui ai dit en face à la télévision, il y a eu un blanc terrible, je lui ai dit, c'est toi qui as inventé la force tranquille, en lui montrant mon affiche à moi, que je pourrais vous montrer à l'occasion, vous aurez dû l'amener, qui est un pays fort et tranquille. Parce que vous avez refusé la force tranquille pour Giscard, car au départ, je réunis mes collaborateurs en novembre 80 pour sortir une affiche en février, mars, avril 81, en leur disant, qu'est-ce que veulent les Français? Les Français veulent toujours la même chose. Les gens qui répondent méchamment répondent le beurre et l'argent du beurre. Les gens qui répondent gentiment comme moi répondent De Gaulle, la grandeur de la France, Pompidou, le bonheur des Français. Ce matin, mes collaborateurs ayant 30 ans de moins que moi, vous allez avoir une séance de brainstorming entre vous, et je vais venir vous voir à midi à la sortie de cette chose pour voir ce que vous avez trouvé. Mais au lieu de travailler sur la grandeur, vous allez travailler sur la force, parce que la force est un mot qui équivaut grandeur. Donc vous travaillez sur la force. Comme Giscard, dans son discours, a parlé de son espoir de voir une France paisible et réfléchie, la première ligne du paperboard que j'ai toujours, c'est la force paisible. La deuxième ligne, c'est la force réfléchie. La troisième ligne, c'est la force tranquille. Mon plus jeune collaborateur, sorti de Sciences Po, qui a 24 ans, me dit Monsieur Bongrand, c'est moi qui ai inventé la force. Je lui dis, mon vieux, vous êtes complètement con, parce que la force tranquille pour Giscard, après les diamants et Copernic, ce serait plutôt la fragilité agitée. Par conséquent, vous oubliez, vous êtes tous des imbéciles, continuez à travailler. Ça, moi, j'ai 60 ans, ils ont 30 ans, bon. Je reviens 5 minutes après en disant, vous n'êtes pas des imbéciles, je vous demande pardon, vous êtes des génies. Moi, j'ai trouvé, parce que vous avez... Qu'est-ce que veulent les Français? Les Français veulent un pays fort et tranquille. Un pays fort et tranquille, un pays. Quand on parle d'un pays, on est de l'Orléanais, on est du Sancerrois, on est du Loir-et-Cher, on est de Corrèze, un pays, c'est une petite église, un petit village, des arbres et Giscard en gros plan. L'affiche a été faite. Elle est partie chez Giscard. En même temps, mon ancien collaborateur, d'ailleurs Bernard Rideau, était chez Giscard. Je peux t'en témoigner. En même temps que mon affiche, venait une autre affiche qui était faite par un gars très bon publicitaire qui avait fait Myriam, j'enlève le haut, j'enlève le bas, qui s'appelait Philippe Michel, qui est malheureusement mort, mais qui ne connaissait rien à la politique et qui avait inventé il faut un président à la France. Alors tous les courtisans de Giscard, et Giscard était sensible à ces courtisans, ont dit il faut un président. Naturellement, il n'y a que vous, monsieur le président, naturellement, il n'y a que vous. Alors mon affiche a été retoquée. Et quand mon affiche a été retoquée, je savais simplement qu'elle était retoquée. Il n'y avait rien, on était en février. Quand en avril, l'affiche sort, la force tranquille sur les murs, tous les collaborateurs disent on nous l'a volé. Et moi, je réponds parce que j'ai d'autres contrats en cours, vous fermez votre gueule, le fric compte pour vous payer à la fin du mois, donc vous fermez votre gueule, vous êtes raisonnable. Il est possible qu'en effet on nous l'ait mais il est possible que des idées viennent en même temps dans notre groupe. Bien que je me dise, in petto, que un pays, la force tranquille, ça n'appelle pas un petit village. Ça appelle peut-être Mitterrand en train de lever une canette dans les Corbières, mais un verre de vin avec les viticulteurs de l'Hérault, mais ça appelle pas du tout
un petit paysage paisible avec une église qui n'est pas dans la tradition catholique non plus. Et je me dis, c'est curieux. Tout l'affiche, le temps passe, arrive le mois de juin, Mitterrand est président de la République. Je n'ai rien dit. D'abord, je suis assez légitimiste, donc quand quelqu'un est devenu président de la République de mon pays, je respecte. Quand un grand dirigeant socialiste vient me voir dans mon bureau et me demande, parce que je voulais lui demander exactement pourquoi, pas pourquoi, mais quelle chance j'avais de conserver mes campagnes d'intérêt général. J'avais la sécurité routière, j'avais l'éducation nationale, j'avais la santé. C'était naturellement le premier conseil du régime en communication institutionnelle. Par contre, j'avais beaucoup de contrats, j'avais un gros chiffre d'affaires, j'avais une énorme marge. Énorme marge. J'avais, je sais pas, 6 milliards de centimes d'honoraires, de centimes. C'était beaucoup d'honoraires pour tous mes collaborateurs. Et quand il rentre, un de mes collaborateurs qui m'avait donné sa démission le 10 mai, qui faisait son préavis jusqu'à fin juillet, le rencontre, lui dit bonjour, comment vas-tu? Donc il dit bonjour, comment vas-tu? Il rentre dans mon bureau, je lui dis vous en avez des relations, vous connaissez un de mes collaborateurs? C'est vrai qu'il m'a dit qu'il était socialiste. Et le hiérarque du Parti socialiste me répond de fraîche date. Il est venu nous voir en février-mars pour nous faire des offres de service, ou en janvier-février pour nous faire des offres de service. Et on lui a répondu qu'il n'était même pas inscrit dans une section socialiste, que par conséquent, il n'était pas question qu'on l'utilise. Mais par contre, on l'a bien travaillé au corps et on a appris tout ce qui se passait chez Bongrand. Et c'est lui qui nous a raconté la force tranquille, d'abord, et puis le pays fort et tranquille qui devait remplacer la force tranquille pour Giscard. Et que Giscard n'avait pas retenu. Et par conséquent, il nous a été très utile. C'était l'époque où Jacques Séguéla nous proposait une route droite, avec simplement François Mitterrand, l'autre chemin. Françoise Castro, Madame Fabius, la première Madame Fabius, a pris son tube de rouge à lèvres, a barré l'autre chemin, en écrivant l'autre chemin égale l'impasse. L'affiche avait le tour de la table. Et c'est comme ça que la force tranquille est sortie, voilà, avec Jacques Séguéla, inventeur de la force tranquille. Donc, maintenant l'histoire est connue, nous avons rétabli les choses après vous-même dans votre ouvrage, et il semble que M. Séguéla ne soit pas non plus dupe de l'emprunt amical qu'il vous a fait. Il n'est pas dupe du tout, et il a fait, au niveau des livres qu'il m'a envoyés, il m'a fait une grande publicité. D'ailleurs, dans mon livre, je suis assez gentil pour lui, dans le mesure où je reconnais que ça n'est pas du tout un publicitaire, Jacques, mais c'est un formidable commercial, et je lui ai dit simplement tout de même, tu es devenu vice-président d'Avas, tu pourrais tout de même me verser des royalties. Alors, puisqu'on parle de royalties, parmi les surprises de votre livre, il en est une qui aujourd'hui a un retentissement quand même assez étrange. Vous dites qu'à cette époque, tout le monde était payé en liquide. Alors, c'est quand même assez curieux. C'était donc les fonds spéciaux du gouvernement. Dits secrets ou spéciaux. Les fonds spéciaux du gouvernement, qui étaient régulièrement versés, traditionnels, qui étaient versés en double, d'une part à la présidence de la République, d'autre part à Matignon. C'était les valises qui circulaient, les liasses de billets merveilleusement enveloppés avec une petite faveur violette sortant de la Banque de France, des billets qui sentaient bon l'imprimerie, c'était une merveille. L'argent n'a pas d'odeur, mais là il en avait. Oui, il en avait. Et je veux dire, il m'est arrivé d'avoir dans des circonstances multiples des sommes considérables. Et est-ce que ça a changé alors maintenant? C'est vraiment très différent, vous pensez? Ah non, maintenant c'est complètement, c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait différent puisque tout est clair. L'argent, les partis politiques sont financés en fonction de leur représentation nationale. Et j'imagine qu'ils reçoivent des virements de la Banque de France à un compte déterminé, comme pour les comptes de campagne qui sont aujourd'hui autorisés. Et qui sont surveillés d'ailleurs très attentivement dans la mesure où ils sont tenus honnêtement par une commission de contrôle très vigilante. Mais je sais qu'aujourd'hui l'un des candidats, peut-être le principal au milieu de tout le monde, a monté 4 ou 5 associations dans lesquelles il espère recevoir autant de dons individuels de 7 800 €, ce qui est autorisé. Alors en principe, un pauvre type, tu crois qu'il n'a qu'une association comme ça, il n'a qu'une fois 7 800 €, et quand il a plusieurs fois 7 800 €, ça commence à devenir intéressant. Donc la multiplication des associations est aussi avantageuse que la multiplication des pains. À peu près. Ils ont redécouvert la multiplication des pains. Alors, revenons au présent, parmi les phrases choc, ou moins celles qui ont fait un petit peu d'effet, y en a-t-il qui vous ont intéressé, et d'autre part, quelles sont celles qui manquent actuellement? Au stade où nous sommes de la campagne, c'est-à-dire à un mois de... Celle qui manque, c'est peut-être celle que je donnerai à quelqu'un le 18 avril, oui, pour ce dernier discours. Je pense qu'actuellement,
la phrase de... Je me rappelle plus de la phrase de... Je me rappelle de la phrase de Sarkozy qui est... Ça dépend laquelle. Non, mais ce qui est sur une grande ligne, là. Très franchement, là, j'ai... Vous voyez, oui. C'est intéressant, ça. Oui, ben, ça ne m'a pas marqué. Et celle de Ségolène? Oui, et celle de Ségolène. Alors, Ségolène, c'est toujours... c'est pas le moi, tout dépend de moi. Non, c'est pas... Non, c'est pas... ça, c'est pas ça. C'est pas son langage écrit. Tout dépend de moi, c'est ce que... Non, mais... C'est pas le progrès pour toute la justice pour chacun. Ah, ça doit être quelque chose. Et puis, il doit y avoir également... quelque chose de juste, non? Un ordre juste. L'ordre juste. Non, l'ordre juste, c'est bien. Oui. Et l'ordre juste contre juste l'ordre. C'est ça l'idée. Oui, oui. C'est ça l'idée. Non, quand Nicolas a fait la rupture tranquille, un journaliste m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai dit c'est ridicule. Et je vous ai raconté l'histoire. Et quand Ségolène a fait il faut que ça change fort, c'était le lendemain de l'échec de l'union des collectifs d'extrême gauche. Quand elle dit il faut que ça change, c'est ce que vous diriez vous, il faut que ça change vraiment, il faut que ça change, point, ça suffit en soi. Mais il faut que ça change fort, c'est pour donner un peu d'espoir aux gens d'extrême gauche, pour avoir une chance de les avoir en réaction du 21 avril 2002, etc., pour refaire le plein des voix à gauche. Donc c'est plutôt mieux, il faut que ça change fort. Mais ils ont tous les deux formules écrites définitivement. Je crois qu'avec Nicolas, c'est ensemble tout est possible. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Et pour Ségolène, ça doit être quelque chose comme, je sais pas, le progrès pour tous, la justice pour chacun, ou quelque chose comme ça. Ces phrases-là ne passeront pas, ne resteront pas dans l'histoire. J'ai quelques peines à m'en souvenir. Voilà. Grâce à vous, et à votre mémoire et votre attention. Elles ne resteront pas dans l'histoire. Et je vous garantis que je les aurai oubliées tout à l'heure. D'accord. Et la phrase qui restera dans l'histoire, c'est celle que moi j'ai maintenant, moi, et je sais exactement. Vous savez, Colette a dit, quand on lui demandait, l'écrivain Colette Femme, quand on lui demandait les raisons de son succès, a dit « j'ai touché un nerf ». Oui. C'est toute l'histoire de la sensibilité. Il faut toucher un nerf. Toucher un nerf, oui. Alors, vous savez, en médecine, on appelle ça, quand on touche un nerf forcément, ce qu'on appelle une douleur exquise. Voilà. La douleur exquise, là, vous vous en souvenez. Ça, je vous garantis. Non, une douleur exquise, c'est très bien. Voilà. Très bien. Mais c'est le secret des grands amoureux, la douleur exquise. La douleur exquise, voilà. Alors, nous sommes évidemment attentifs à tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, et notamment à cette évolution des courbes que nous attendons pour la semaine qui vient, puisque je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 19 mars et que l'élection a lieu le 22 avril, pardon, plus exactement. Et donc, anniversaire. Et donc nous sommes évidemment attentifs essentiellement à trois choses, et peut-être même à quatre. La première, c'est de savoir si le socle de Nicolas Sarkozy va se maintenir. La seconde, c'est de savoir si celui de Ségolène Royal va se maintenir contre l'opinion assez générale qu'elle n'a pas la capacité d'être présidente de la République, si le phénomène Bayrou va s'accentuer ou au contraire retomber comme un soufflet, et si Jean-Marie Le Pen, qui a certainement pâti du fait que sa campagne était encore en pointillé, puisqu'on ne savait pas jusqu'à quelques jours avant la date limite s'il serait ou non candidat. En tout cas, c'était... On le disait, comme d'habitude. On le disait. Et donc, voilà les quatre points majeurs. Quel est votre sentiment? D'abord, on va commencer à l'envers. Jean-Marie Le Pen, un peu, je dirais, a adouci le ton via Marine Le Pen. Il a un peu calmé le tapis. Par conséquent, à partir du moment où il était moins agressif, je dirais, il excitait moins le tapis, en quelque sorte. En ce qui concerne Bayrou, on ne sait pas. On ne sait pas du tout où on va. En ce qui concerne Ségolène et Nicolas, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que Nicolas n'a pas fini de faire peur et Ségolène n'a pas non plus fini de récolter la revanche du 21 avril 2002. Car plus on va se rapprocher maintenant de l'élection, Nicolas risque de perdre et Ségolène peut remonter. Si Ségolène remonte, c'est parce que les gens diront on ne veut tout de même pas recommencer le coup de Jospin en 2002. Par conséquent, les Fabusiens, les Strauss-Kahniens, etc., pas contents, mais diront on est forcé d'y aller. C'est un peu comme la déclaration de Jospin à Lens hier. Oui. On est forcé d'y aller, par conséquent Ségolène peut refaire des voix maintenant. Y a-t-il une plus grande réserve à gauche ou une plus grande réserve à droite? Il est évident qu'avec les voix de Bayrou, de droite, il y a une plus grande réserve à droite.
Mais la position de Bayrou a tout de même été suivie par beaucoup de ses électeurs de droite, qui diront au fond il avait raison de vouloir se rapprocher de la gauche, d'espérer que Strauss-Kahn soit son Premier ministre, parce que Strauss-Kahn a démenti violemment. Par conséquent, il faut attendre, wait and see, quelques jours. Il faut attendre quelques jours. Et aujourd'hui, tout peut vraiment encore arriver. Et que pensez-vous des sondages? Est-ce que vous êtes un inconditionnel des sondages? Ça m'étonnerait, puisque vous avez parlé tout à fait contre les sondages. La sondocratie. Non, attendez. Mais quelle est votre position? Pour moi, les sondages, c'est exactement comme si je vous disais, Claude, ça vous ennuie de me dire l'heure? Moi, ça ne m'ennuie pas, mais... Non, mais ça vous ennuie de me dire l'heure? Non, mais l'heure, c'est les sondages. Oui. L'heure, c'est les sondages. Donc c'est la question que vous poseriez. C'est la question que vous posez. C'est tout. Ouais. Moi, j'ai déjà, de mon temps, entre guillemets, il y a 30 ans, ou 40 ans, j'ai découvert qu'il fallait faire du qualitatif avant de faire du quantitatif. Qu'il fallait faire des études de motivation, qui trouvent, dirigées ou pas, qui trouvent ce que les gens ont dans les tripes, ce que les gens ont dans le ventre, ce que les gens ont dans leur sensibilité, ce que les gens ont dans le cœur. Et quand on trouve ce que les gens ont dans le cœur, à partir du moment où on l'a compris, à partir du moment où on connaît le langage d'amour, à partir du moment où on sait parler à quelqu'un, on sait quelles questions il va falloir poser, quel sera le questionnaire du sondage, quelles seront les 7 ou 6 questions intelligentes. Alors que les gens qui procèdent au sondage directement, sans passer par le qualitatif, sans passer d'abord par les études de motivation, se plantent 9 fois sur 10. C'est la question idiote du sondage, est-ce que le pape doit être élu au suffrage universel? Bon, c'est le genre de question qui... Bon. Donc en fait, les sondages, il y a un bon et un mauvais usage des sondages. Donc actuellement, les études de motivation qui ne sont pas publiques, qui circulent dans les partis, ont beaucoup plus de valeur que les sondages, pour connaître un peu les attentes des Français. Deuxièmement, les sondages sont, comme on le dit toujours, un instantané, à un moment donné, un instant T, qui ne tiennent pas compte du petit fait qui peut survenir le lendemain, qui ne tiennent pas compte de la phrase magique qui peut finir le surlendemain. Et par conséquent, les sondages ne veulent pas dire grand-chose, sinon comme signal du 19 de la date et de l'heure. Du 19 mars, de la date et de l'heure, qui peuvent être complètement démentis dans 3 jours. Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci Michel Bongrand d'avoir accepté l'invitation que je vous ai faite. C'était un plaisir, Claude, avec vous. Je reviendrai encore et je reviendrai peut-être même après vous dire ma phrase magnifique si je ne l'ai donnée à personne. Excellent. Surtout si je ne l'ai donnée à personne. Parce que si je ne l'ai donnée à personne pendant cette campagne, on saura qu'un candidat aurait pu gagner avec cette phrase et je saurais argumenter et vous dire pourquoi il aurait gagné avec cette phrase. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Michel Bongrand, Le marketing politicien, aux éditions Bourrin éditeur. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt et vive la France.